Bonjour, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, car la vérité n'est pas conceptuelle, et que je n'ai que des concepts à vous transmettre comme ça, à part vous inviter à faire des expériences. Alors ce ne sera plus des concepts, là on sera dans le réel, enfin vous serez dans le réel si vous faites les expériences. L'expérience évoquée principalement dans cette vidéo, ça va être l'échelle émotionnelle. J'ai encore deux exemples, trois même, d'échelle émotionnelle, en tout cas une personne qui, je la remercie du fond du cœur, m'a autorisé à vous transmettre les échelles émotionnelles qu'elle a fait avec moi, ce qui est un beau cadeau. J'insiste toujours là-dessus parce que pour elle c'est vraiment son intimité, et puis elle comprend que ça peut aider d'autres personnes de comprendre des cas réels, quoi, des cas vivants d'échelle émotionnelle, que ce ne soit pas juste l'explication de comment on en fait une. J'ai fait une vidéo où j'explique l'échelle émotionnelle, j'ai fait une vidéo où j'explique l'intelligence émotionnelle, et j'aime bien faire, j'ai fait plusieurs vidéos là maintenant, il y en a vraiment pas mal, où je propose des cas réels d'échelle émotionnelle. Je pense que ça aide à bien comprendre la base de mon approche, qui est l'écoute émotionnelle. Pour moi, il n'y a pas de conscience de soi, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de plénitude, il n'y a pas de réalisation de soi, il n'y a pas d'intelligence s'il n'y a pas la capacité à savoir rigoureusement le message qu'une émotion que vous ressentez vous envoie. Et donc c'est ce que j'appelle vivre les émotions à l'endroit. Je trouve que la plupart des gens vivent les émotions à l'envers, c'est-à-dire qu'ils font comme si les émotions leur parlent du monde, comme s'ils ont une sensibilité envers le monde avec leurs émotions. Ils font des choix, même relationnels, basés sur leurs émotions. Tout ça est une catastrophe absolue, c'est un manque de conscience de base. Il ne faut pas me croire, bon, moi je dis ça, on s'en fout un peu ce que je raconte. Il y a des tas de gens qui disent le contraire. Mais peut-être que ce que je propose de supplémentaire, c'est la pratique de l'échelle émotionnelle. Comme ça, on s'en fout de ce que je dis, vous n'avez qu'à vivre vous-même l'expérience, vous vérifiez vous-même. Voilà, c'est comme si je vous dis, dans cette grotte, vous savez quoi, j'ai vu qu'il y avait une petite statue super rigolote d'une girafe. Je peux vous le dire, vous pouvez me croire, pas me croire, ok. Mais si vous allez dans la grotte et que vous trouvez la statue, bon là vous vivez quelque chose. Donc moi je vous invite à aller dans la grotte et chercher et trouver la statue, ou trouver autre chose si vous voulez trouver autre chose. Mais ce que je raconte, c'est juste une invitation. C'est pas la vérité, encore une fois, on s'en fout un peu de ce que je raconte. Bon, ceci étant bien posé, je vais faire aussi une aparté. Parce que donc si vous avez commencé à écouter cette vidéo, si vous n'avez pas encore quitté, c'est que le sujet de l'échelle émotionnelle vous intéresse. Et il y a un stage gratuit en ligne d'une journée qui est prévu le jeudi 12 décembre. Je l'ai annoncé très discrètement déjà dans un commentaire d'une vidéo, parce que il va y avoir un nombre de participants limité. Voilà, c'est ça c'est pour ça que j'en fais pas une pub énorme, parce qu'il y aura que des participants limités. Là, il y a déjà la moitié, on va dire. Je pense qu'on va aller jusqu'à une vingtaine de participants. Au-dessus, je crois que c'est pas très adapté. Donc là, il y a déjà la moitié qui est inscrite, juste avec ce petit message. Donc je pense que l'autre moitié va s'inscrire avec ça, on verra. En tout cas, sentez-vous libre. Donc du coup, vous allez sur mon site. En bas, il y aura un lien pour aller directement pour me faire une demande, pour participer au stage. Donc le stage est gratuit parce qu'il est mécéné. Donc j'en profite pour remercier du fond du cœur les mécènes de ce projet de mécénat, donc qui à la fois m'aide à faire des entretiens à tarif réduit, mais à partir d'un certain seuil de mécénat par mois, je me suis engagé à faire un stage d'une journée en ligne de l'échelle émotionnelle. Donc là, pour la deuxième fois, c'est ce qui s'est passé, le seuil de 500 € a été atteint. Donc du coup, je respecte mes engagements. On a déjà fait un stage qui a été, je trouve, un succès, qui a bien fonctionné. J'ai eu que des retours positifs. Le seul truc, c'est qu'une journée pour la découverte de l'échelle émotionnelle, honnêtement, c'est un petit peu réduit. Dans l'idéal, il faudrait 3 jours pour pouvoir pratiquer, etc. Bon, après, voilà, c'est gratuit. Donc vous faites des efforts, je fais des efforts, les mécènes ont fait des efforts. Voilà, on se rassemble tous pour faire de notre mieux. Donc pour moi, c'est un gros manque à gagner, comme on dit, que je fais très volontiers, parce que je trouve génial que des mécènes donnent de l'argent sans aucun intérêt pour eux, juste pour aider les autres. Et ça marche bien, ça fait bientôt 4 ans, je crois, ou si c'est pas 5, là, j'ai un doute.
Non, ça fait bientôt 4 ans que ce projet fonctionne, que j'ai bientôt aidé une centaine de personnes grâce à ça. Donc ça marche très très bien. Humblement, mais très très bien. Bon, voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire au stage, il n'y a qu'à demander, sauf si vous inscrivez trop tard et que le nombre limité est atteint. Mais sinon, il suffit de demander, c'est gratuit, c'est en ligne. Ça se fait avec l'application ou le logiciel Zoom. Donc vous pouvez le faire soit avec une tablette, un smartphone ou un ordinateur. Et tout est gratuit, l'application est gratuite et le stage est gratuit. Ça dure une journée, il y a 3 créneaux, mais bon après pour les détails je vous dirai plus tard. Voilà pour cette information. Maintenant venons donc au cadeau de cette femme qui vous offre des échelles émotionnelles. Je vais vous en décrire 3 qu'elle a fait. Alors je vais d'abord expliquer pourquoi j'ai lui ai demandé si elle était d'accord que je diffuse ces échelles émotionnelles, parce qu'elle est dans un contexte qui a un énorme intérêt pour démontrer à quel point la démarche analytique peut parfois et souvent malheureusement aller dans des voies sans issue. Pourquoi le mental va considérer des fois que oui voilà on détient dans le passé la cause d'un problème parce qu'il s'est passé un truc grave ou un truc important, et on peut passer des années de thérapie sur un sujet qui est pourtant juste le milieu du problème et qui n'est pas le fond du problème, et qui donc ne pourra jamais aboutir à un vrai résultat. Parce que tant que vous n'êtes pas à la source du problème, vous ne pouvez pas régler le problème psychologique. Et donc là on est vraiment dans ce cas-là, parce qu'on est dans un cas malheureusement assez fréquent en Occident concernant les femmes, pas seulement, mais bon c'est quand même elles, enfin certaines d'entre elles qui sont le plus souvent victimes d'abus sexuels. Donc là on est dans le cas d'une personne qui dans son enfance a eu à 2 reprises des attouchements sexuels. Voilà, en général quand on dit ça à un psy, ça y est, c'est bon, vous en avez pour des années, et ça a l'air effectivement d'être le problème. Alors c'est un point où voilà ce qui s'est passé. Cet été on a déjà fait des échelles émotionnelles, et en faisant l'échelle émotionnelle on n'arrive pas du tout à ça. Donc bon, on arrive à une source qui est très différente, enfin très différente, oui, qui est très différente, qui n'a rien à voir avec ce contexte. Et je vais d'abord vous la décrire, puis après je vais vous faire un petit peu l'historique et je vais vous expliquer pourquoi une écoute basée sur votre propre intelligence sera toujours une vraie introspection, alors que les hypothèses, même d'un soi-disant professionnel, ne seront jamais une introspection. Ce seront des hypothèses. Le problème de l'approche analytique, c'est qu'elle est hypothétique. On fait des hypothèses en permanence, c'est que des hypothèses. Il n'y a pas c'est pas une approche scientifique comme le reste de la médecine où vous avez une fracture, on fait des radios, on ouvre, on regarde, on remet les os, vous avez une maladie, on fait des analyses, on trouve des parasites, des virus, des bactéries, etc. Donc on est basé sur de la découverte. Mais en psychologie, malheureusement, c'est pas évident la découverte. Bon, mais l'échelle émotionnelle, c'en est une. Et vous êtes la seule à pouvoir la faire. Il n'y a qu'une personne qui peut aller faire l'introspection d'elle-même. En psychologie, c'est comme ça et c'est pas autrement, et ce sera jamais autrement. Aucun humain extérieur à vous ne peut faire une introspection à votre place et ne peut être suffisamment expert ou professionnel pour comprendre ce que vous vivez. Ça n'est pas possible. Chaque expérience humaine est absolument subjective, unique, hyper complexe, et on ne peut pas se baser sur des hypothèses ou sur des théories, aussi sexy soit-elle, ou aussi attirante, ou aussi intelligente est-elle l'air d'être. On ne peut pas. Moi, ça c'est mon expérience en 17 ans. Dans certains cas, ça marche quand on a du bol. Parce que vu que c'est le loto, hein, c'est des hypothèses. Donc ça arrive que les hypothèses tombent juste, heureusement. Mais on est vraiment dans l'hypothétique. Donc c'est dommage parce que... et puis en plus, ça prend des années parfois, alors que là, une échelle émotionnelle, souvent, ça prend un quart d'heure, quoi, hein. Ça peut arriver que ça prenne 1 heure, un peu plus. Mais souvent, on est dans un quart d'heure, une demi-heure. Donc c'est dommage de passer 4 ans, 10 ans pour un truc qui prend 20 minutes, quoi. Alors, donc... cet été, on faisait une échelle émotionnelle. Donc on part d'une situation où elle est dans la voiture avec un homme où il y a des enjeux affectifs, on va dire ça, des enjeux sentimentaux. Et il y a un gros malaise parce qu'il y a un silence. Et elle le vit très 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 mal. Pour elle, c'est très intense. C'est cette espèce de silence où elle vit ce que je vais vous décrire. Donc encore une fois, l'échelle émotionnelle, ça ne consiste pas à vous souvenir. Si vous voulez en faire une, ne faites pas ça.
On ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans le passé, on s'en fout de ça, ça c'est le passé, donc ça c'est du souvenir. Donc là encore on est dans le mental. La pratique c'est vous vous remettez dans le contexte maintenant, comme si vous le vivez maintenant. L'intelligence émotionnelle est intemporelle, on le revit maintenant et on ressent maintenant. Et donc quand je la replace dans ce contexte, elle me dit qu'elle se sent triste, elle a envie de pleurer, donc il y a des larmes peut-être qui pointent, car il va m'abandonner. C'est ça l'idée qui lui vient. Je ne sais pas gérer une relation, je ne suis pas assez intéressante. Donc devant ce déclencheur, le déclencheur d'une émotion, c'est jamais des faits objectifs, c'est toujours votre interprétation subjective des faits. C'est pour ça aussi qu'il ne faut jamais essayer de recadrer une émotion sous prétexte qu'elle a l'air de ne pas coller aux faits, parce que c'est son but. C'est son rôle, c'est sa fonction de ne pas coller au réel. Donc c'est jamais un problème quand les émotions ne collent pas au réel. Le problème, si vous voulez qu'elles le fassent. Les émotions déforment le réel pour vous parler de vous. Donc là, ça va déformer cette circonstance où en fait il y a juste un silence entre deux personnes dans une voiture. Ça va le détourner en « il va m'abandonner, je ne suis pas assez intéressante », etc. Et elle se sent triste. Donc là, on a l'impact émotionnel, elle ressent. Donc on est bien dans un message émotionnel. Il y a bien son intelligence émotionnelle qui a quelque chose à lui dire. Donc il s'agit d'aller plus profond. On touche une autre tristesse au fond, de ne pas être aimé pour qui je suis par mon père. Donc cette tristesse-là, contextuelle, elle la connaît bien, elle l'a vécue depuis longtemps. Ça la ramène direct à cette situation où là encore, subjectivement, mais peut-être c'est objectif, peut-être c'est subjectif, c'est pas important. On n'est pas là pour faire une enquête sur le père ou sur les parents. Les émotions, encore une fois, ne parlent pas du réel, ni présent, ni passé. Mais il y a une tristesse de ne pas être aimé pour qui je suis pour mon père. On va au fond de ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette tristesse? Donc toujours pareil, on se remet dans le contexte, t'es petite, il y a ton père, qu'est-ce qui fait que t'es triste? C'est quoi le problème? Le problème c'est que je ressens une intense angoisse, une insécurité, car je suis seul au monde. On continue, tant qu'il y a des émotions, on continue. Tant qu'il y a des émotions, on n'est pas au fond du problème. On n'est pas à la source. Et on ne peut rien faire d'intelligent. On continue, là on arrive à danger de mourir, car personne ne m'aide, donc tout ça c'est ses mots à elle, hein, c'est pas les miens, personne ne m'aide à subvenir à mes besoins, je suis complètement isolé et seul. Donc voilà ce que j'appelle l'identité virtuelle. Là cette fois il n'y a pas d'émotion, on est dans le danger de mourir, donc là on est dans la croyance que c'est la fin de la vie, que c'est la mort, qu'il y a un danger de mourir si il n'y a personne pour subvenir à ses besoins, si elle est complètement isolée et seule. Alors évidemment, pour un enfant, ceci est un peu plus qu'une identité virtuelle. Ça l'est quand même, hein, mais un enfant qui serait effectivement abandonné et seul au monde, ça peut être compliqué pour lui de subvenir à ses besoins. Ce qui est important, c'est de comprendre que cette femme vit ça là maintenant, qu'elle est dans une voiture en silence avec un autre homme. Et là, on n'est plus du tout dans le même contexte. Donc la structure qui a été forgée enfant, elle est toujours présente et c'est toujours elle qui est active. Et donc on tombe sur ça, on tombe sur cette identité virtuelle qui est ici et maintenant dans sa tête, qui est en gros j'existe plus, je peux mourir, c'est la mort si personne ne subvient à mes besoins, si je suis complètement isolé et seul. Et le contexte de ça, c'est papa ne m'accepte pas pour qui je suis. C'est le contexte, mais ce n'est pas important. Là, il y a vraiment une dépendance affective fondamentale qui est si je n'ai pas quelqu'un qui s'occupe de moi, qui subvient à mes besoins, moi je ne peux pas exister. Et j'insiste, c'est quelque chose qui a été construit dans l'enfance, qu'on peut comprendre pour un enfant, mais c'est quelque chose qui doit évoluer, qui peut évoluer, moi ça fait 17 ans que je l'observe, une fois qu'on est adulte. Mais si on interprète ces émotions-là comme des informations que voilà, je suis amoureuse, ou alors il y a beaucoup d'enjeux, j'ai peur qu'il ne m'aime pas, ou si on interprète ça comme je ne suis pas intéressante comme elle l'interprète, etc., eh bien on est à l'envers. Là, son émotion dans la voiture n'est pas là pour lui parler ni de cette relation, ni qu'elle n'est pas intéressante. Elle est là pour lui dire, mais arrête d'investir la petite fille qui croit qu'elle va mourir si on n'est pas là pour elle. Arrête de faire ça, parce qu'évidemment que les enjeux sont terribles. Une émotion est toujours là pour vous dire, arrête de te prendre pour un homme. Sois un adulte. C'est le seul truc qui se passe quand on a une émotion. On ne nous montre rien d'extérieur, on nous montre à quel point on a investi une identité virtuelle à l'intérieur. Donc, ok. Alors, ça, c'était cet été. Donc, la personne avance avec certains problèmes, etc. Il y a des trucs qui restent. Et il y a quelque chose qui la turlupine, là, donc récemment, parce que... je suis en train de récupérer, mais... Parce que elle me dit, oui, mais quand même... Donc, ça persiste, hein, je vais dire le réflexe analytique. Dit, mais quand même, j'ai vécu 2 abus
sexuelle, je vois bien que ça interfère dans mes relations avec les hommes. En gros, elle met en doute le fait que la source de son problème, c'est juste cette histoire abandonnique, on va dire, et dans le contexte avec son père, elle se dit, c'est pas possible quand même que mes deux abus n'ont pas de conséquences. Et voilà, et donc elle est prise par cette idée qu'elle a peut-être une autre identité virtuelle, ce qui est possible d'ailleurs, ça arrive, on a plusieurs facettes d'identité, et des fois on a un contexte familial qui a complètement créé une fracture identitaire, et puis quelque chose qui se passe plus tard, un accident, un meurtre, une mort, un abus, une agression, qui fait que là, des fois, on crée une autre identité virtuelle. Donc c'est possible. Et donc elle voulait chercher ça. Donc on a cherché spécifiquement ça. Parce qu'elle était, elle, dans l'hypothèse qu'il doit y avoir un problème avec ces abus que j'ai vécus. Et donc on fouille, c'est-à-dire qu'on fait des échelles émotionnelles très orientées pour essayer de trouver ça comme problème. C'est-à-dire des échelles émotionnelles qui partent de situations où elle a vraiment l'impression que le problème, ça peut être ses abus. Donc on en essaye une première. Si je dis qu'on en essaye, si vous avez deviné que ça n'a pas marché pour le premier coup. On en essaye une première où elle part de simplement une interaction qu'elle a cette fois avec un autre homme, qui est pas sentimental en soi, mais voilà, comme elle dit, il est gentiment tactile, elle me dit. Et ça rend pour elle les choses, ça rend pour elle la situation difficile. C'est difficile pour elle d'interagir avec un homme qui est simplement gentiment tactile. Et donc c'est cette gêne, même cette terreur en fait, parce qu'elle dit pour moi c'est une terreur, elle se dit, voilà, là je pense que ça doit venir plutôt de ce que j'ai vécu avec les abus. Donc on ne part pas sur l'hypothèse, on ne croit pas le mental, on ne croit pas les dogmes en psychologie ou les idéologies, on fait l'expérience, comme on fait normalement en science. Quand vous arrivez et que vous dites au docteur j'ai eu la jambe cassée, on fait une radio, on ne part pas sur des hypothèses. Donc je me sens terrorisé, c'est son premier niveau, car il veut peut-être un lien plus approfondi. C'est ça la terreur de base et le déclencheur de la terreur, il veut peut-être un lien plus approfondi. Donc on a l'émotion, je me sens terrorisé, on a le déclencheur, il veut peut-être un lien plus approfondi, mais on n'a pas la cause. On ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'elle ressent cette terreur alors qu'un autre humain ne ressentirait pas ça. La cause pour elle, c'est je me sens indigne d'amour, c'est cette émotion-là, qu'elle exprime comme ça, car il va se rendre compte que quelque chose ne va pas avec moi. Je me sens indigne d'amour car il va se rendre compte que quelque chose ne va pas avec moi. On continue, on a une émotion, je me sens indigne d'amour, on a un déclencheur, il va se rendre compte que quelque chose ne va pas, on continue. Ça, avec quoi ça résonne, de quoi ça te parle? Ça me ramène au fait que je dois faire des efforts tout le temps quand je suis enfant. Je dois me transformer, je ne peux pas être moi-même, que ce soit à l'école ou que ce soit avec mon père. Puis là, il y a plein de souvenirs qui lui viennent, où elle n'a pas pu être elle-même, on lui a demandé, que ce soit avec son premier copain, que ce soit à l'école, on lui a demandé d'être quelqu'un d'autre qu'elle-même. Et devant ça, elle se sent découragée, épuisée, fatiguée. Et puis là, elle me dit, ça revient au truc du père, quoi. Donc on n'est même pas allé jusqu'à l'identité virtuelle, on arrête l'échelle émotionnelle ici, donc je ne vais pas vous l'inventer, parce que voilà, c'est effectivement assez clair qu'on va arriver de nouveau à la même identité virtuelle, dans le contexte avec le père, qui ne l'accepte pas telle qu'elle est. Donc, elle dit, ouais, je vois bien que donc ma difficulté d'interagir avec cet homme, c'est pas fondé sur mes abus, c'est juste fondé, encore une fois, sur ce réflexe que j'ai construit dans la relation avec mon père, de à la fois être pris dans l'obligation de répondre à l'autre, de faire ce que l'autre veut, et à la fois pris dans mon besoin d'être aimé, d'être accepté pour qui je suis. C'est ça qu'elle n'a pas su résoudre dans son enfance, c'est ça qui a créé une fracture identitaire fondamentalement, et donc une dépendance affective. On insiste, elle prend un exemple qui lui semble du coup beaucoup plus... c'est les deux exemples qu'elle m'avait sortis au début, puis j'ai laissé choisir l'ordre, qui lui semble beaucoup plus directement reliés. Donc cette fois, on prend la situation d'un thérapeute, donc cette fois en tant qu'adulte, un réflexologue qui à un moment donné ferme la porte et l'embrasse de force. Voilà. Donc on prend cette situation-là qu'elle a vécue il y a quelques années, je crois, et on regarde ça, l'impact émotionnel qui est toujours actif, c'est pas en paix, ça on se dit, quand même là on va y arriver aux abus. Alors, premier niveau, quand on l'invite à ressentir comment elle se sent si elle se replace devant ce moment-là, alors déjà la sensation, elle dit j'ai la tête qui tourne, je ressens une terreur, une peur intense, je me sens sidéré car j'ai pas le temps de me défendre. On est là-dedans, j'ai pas le temps de me défendre. Et donc il y a ces émotions, cette terreur. Qu'est-ce qui fait qu'elle a cette terreur? Vous voyez, on ne fait jamais comme si c'est normal d'avoir une émotion parce qu'il se passe des choses. Même quand il se passe des choses extrêmes, objectivement problématiques,
on peut toujours trouver une sérénité quand on n'est pas pris dans des identités virtuelles. Donc on ne fait pas comme si c'est normal, on cherche la cause, on n'a pas la cause. On a l'émotion, on a le déclencheur, on n'a pas la cause. Ça la relie là pour le coup directement à ces abus. Quand elle avait moins de 10 ans, un adulte abuse de moi, je me sens, là elle a les larmes qui viennent, donc c'est bien actif, c'est bien relié à ça directement. Je ressens l'injustice, je ressens une tristesse importante, elle dit. Je ressens l'injustice, je ressens une tristesse importante, elle a les larmes, et là on y est. Là on est bien dans ce qu'elle avait comme hypothèse, on est bien sur le fond. Mais on n'a toujours que des émotions. L'injustice, la tristesse, on continue. Qu'est-ce qui fait que toi, devant cet adulte qui abuse de toi, il faut toujours, encore une fois, il n'y a jamais d'exception. S'il y a une émotion, il y a une cause à l'émotion. Ne faites jamais l'hypothèse mentale que ça y est, vous avez trouvé la cause. Ne faites jamais ça. La seule façon d'être sûr que vous avez la cause psychologique, c'est d'être au niveau existentiel. Sinon, vous n'êtes pas au fondement. Donc là, on continue. Je ressens une honte, une colère, car je suis vulnérable, j'ai fait quelque chose de grave. Donc elle, c'est comme ça que encore maintenant, elle porte ça. C'est moi qui ai fait quelque chose de grave, je me sens vulnérable. Vulnérable dans le sens, elle est explicite. Là, dans la phrase, vous n'avez pas tout, mais avec moi, elle est explicite. Elle est vulnérable parce qu'elle a fait quelque chose de grave, pas parce qu'elle est agressée. Mais d'un coup, elle devient quelqu'un d'autre. Elle devient celle qui a fait ça. Et c'est comme une faille dans sa personnalité. Sa personnalité clive. Parce que je vais y revenir après sur le clivage. Sa personnalité clive parce que d'un coup, elle était une petite fille. Et là, elle est une petite fille qui a fait ça. Alors, dans les faits, elle n'a rien fait, elle a subi. Mais bon, elle n'interprète pas comme ça. Elle interprète comme, ce qui est fréquent en cas d'abus d'ailleurs, même avec des adultes, elle interprète comme si c'est elle qui a fait quelque chose de mal. Et du coup, elle n'est plus la même. Elle est celle qui a cette faille. Elle porte en elle ce truc. Et elle le dit, c'est comme si j'ai sur mon front écrit ce que j'ai fait, quoi. Et ça, elle le vit à la fois vis-à-vis de cet abus. Du coup, là, elle fait le lien. Et à la fois tout le temps. Tout le temps. Elle a toujours l'impression, c'est pour ça qu'elle a toujours l'impression qu'on ne va pas l'aimer, qu'elle n'est pas intéressante, etc. Elle porte toujours sur son front quelque chose. Alors, donc devant ça, elle ressent la honte et la colère. Je ressens la honte et la colère car je suis vulnérable, j'ai fait quelque chose de grave. On continue, honte et colère, ce sont des émotions, on n'est pas au bout. Qu'est-ce qui fait qu'elle ressent la honte et la colère devant cette vulnérabilité de j'ai fait quelque chose de grave? Là, on arrive à j'existe plus parce qu'on va me rejeter du clan de ma famille, je vais être banni. Et on revient à la même identité virtuelle, quasiment. Alors là, c'est moins dans le contexte du père qui l'aime pas, mais c'est carrément toute la famille, donc incluant le père. Et là encore, elle vit qu'elle n'est pas acceptée pour qui elle est. Et on revient à la même identité virtuelle. C'est-à-dire que c'est vrai que en intermédiaire de tout ça, à un moment donné, on recolle aux abus qu'elle a vécus, qui ne sont toujours pas en paix. Mais s'ils ne sont pas toujours en paix, et si on arrive ça comme intermédiaire, c'est parce qu'au fond, il y a une identité virtuelle que dans sa subjectivité, dans son expérience à elle, est beaucoup plus cruciale, importante. C'est-à-dire que pour l'instant, après, ça peut arriver que plus tard, si elle dépasse cette identité virtuelle, ça je l'ai déjà vu, elle va peut-être revenir à une autre identité virtuelle qui sera encore coincée par rapport à ces abus. Ça peut arriver. Alors, parce que là, pour l'instant, les abus, finalement, elle ne le voit même pas, elle ne gère même pas. Son problème, ce n'est pas qu'elle a été abusée. Son problème, c'est qu'elle devient différente et qu'elle risque de se faire rejeter. Et c'est ça, elle, qu'elle vit. Le reste, c'est secondaire. Et quand je dis c'est possible que plus tard, si elle dépasse cette identité virtuelle, elle se reconnecte, ou c'est comme si on enlève une pelure d'oignon, elle se reconnecte à une autre identité virtuelle qui cette fois serait effectivement connectée aux abus. C'est pas obligatoire du tout. C'est loin d'être obligatoire. Là encore, il faudra vérifier. Il faudra avoir une approche rigoureuse, scientifique, une approche de conscience. Voilà. Je vérifie si j'ai tout dit sur ça, parce qu'après j'ai un autre truc à dire. Voilà, que ce soit bien important et clair. Que ce soit quand elle était enfant, que ce soit maintenant, le fond du problème pour elle, c'est la dépendance au clan de la famille, la dépendance au fait qu'à la fois elle n'est pas acceptée pour ce qu'elle est, ni dans ce qu'elle est de bien, ni dans ce qu'elle a subi. Elle n'est pas acceptée. Ça se trouve, elle aurait parlé à ses parents, ça serait bien passé, elle n'a pas pu en parler. Pas tout de suite, elle a parlé des années plus tard si ma mémoire est bonne. Mais elle ne l'a pas fait. Encore une fois, là on ne cherche pas à dire quoi que ce soit sur les parents. Elle ne l'a pas fait, et elle a vécu que de toute façon elle ne pouvait pas le faire. Et que le danger c'était d'être exclue. Et du coup c'est ça qu'a été sa fracture, et c'est juste que quand elle a vécu des abus, ça en a juste remis une couche à son problème qui était déjà présent.
ça n'a pas créé une autre fracture, ça n'a pas créé un nouveau problème psychologique, un nouvel enjeu. Ça a juste aggravé, ça a juste amplifié, ça a juste validé sa problématique qu'elle risque d'être abandonnée et qu'elle n'existe plus si elle est abandonnée. Si elle se retrouve toute seule sans son père ou sa famille. D'accord? Donc c'est la même identité virtuelle. Le fond du problème, il est là. C'est important parce que si elle fait des démarches à l'égard des abus, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Elle ne sera pas allée au fond du problème. Il faut d'abord qu'elle règle ça. J'insiste. Après, peut-être qu'il y aura aussi des choses à faire vis-à-vis de l'abus. Mais c'est tout à fait possible que si elle gère ce fond-là, ben, l'abus sera géré par écho automatiquement. C'est tout à fait possible aussi. Moi, j'ai déjà vu les deux cas en 17 ans à pratiquer. Le dernier truc que je voulais dire, qui va montrer la gravité de l'approche qui est non scientifique, c'est-à-dire qui est hypothétique. Et malheureusement, toute la psychiatrie, toute la psychologie, elle est hypothétique. C'est classé dans la médecine. Pourtant, il y a une grosse différence entre un médecin qui va faire des analyses, des radios, des scanners, et un psychiatre qui va juste faire des hypothèses. Il va juste parler, il va faire des hypothèses. C'est quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, a eu, ça fait longtemps maintenant, et c'était un peu tard pour être quelqu'un de psychotique, mais elle a eu des épisodes de délire qui ont été considérés comme une psychose, et carrément il y a des psychiatres qui ont sorti que de toute façon elle était psychotique et que ça allait que s'aggraver, et que même si là elle allait mieux, elle allait rechuter. Bon, ça fait longtemps maintenant qu'elle n'a pas rechuté. Ces épisodes dont je vous parle sont très anciens. Ce qui pour moi est évident, quand là on écoute sa psychologie maintenant, je vous ai parlé de clivage tout à l'heure, c'est que ce qu'elle a dû faire, elle, au moment où elle reçoit des abus, là c'est très fin, j'espère que vous allez comprendre. Ce qu'elle a dû faire au moment où elle reçoit des abus, c'est partir dans le délire. C'est-à-dire elle avait un problème autre, tellement gros, tellement plus grave que ce qu'elle venait de subir, c'est-à-dire un enjeu insoluble avec sa famille, qu'elle a été obligée de partir dans une forme de délire en faisant comme si c'est elle qui a fait quelque chose de grave, ce qui est du délire. C'est-à-dire que ça arrive souvent, encore une fois, que les victimes de viol se sentent coupables. Mais en général, ils vont se sentir coupables d'avoir pas fait ce qu'il fallait. Elle, c'est allé au-delà son interprétation. C'est-à-dire qu'il y avait une telle pression familiale pour être, en tout cas elle le croyait comme ça, et à l'école elle l'a vécu aussi, une telle pression familiale qu'elle a vécu dans sa subjectivité sur le fait d'être d'une certaine manière, que c'est ça qui a pris le pas, et que pour régler cette circonstance où elle a une double pression, elle vit un abus, mais elle est dans un contexte où elle n'a pas le droit de le vivre, elle a dû partir dans le délire, et il y a eu vraiment un clivage, comme je parlais tout à l'heure. Et donc c'est comme si elle a ouvert la porte. Dans ce cas-là, le délire a été une solution. Ça a été une solution. Comment je peux régler cet abus, étant donné que j'ai un problème plus grave dans mon contexte familial, en tout cas je le vis comme ça, et bien en partant dans le délire. En faisant comme si, parce que j'ai vécu, c'est... Là au moins ça marche. J'ai plus à m'occuper de l'abus, j'ai pas à m'occuper de ça. Je remets ça encore dans ce que je connais bien, j'ai encore fait une connerie, j'ai encore fait quelque chose de grave, c'est encore ma faute, etc. Et ça, c'est un délire. Et après, le truc, c'est que quand plus tard dans sa vie, donc dans les 30 ans, elle s'est retrouvée dans une situation tout aussi délicate, avec des points communs d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas livrer des aspects trop personnels, eh ben, elle a suivi la même voie du délire, simplement. C'était une voie qu'elle avait déjà ouverte, c'est une solution qui avait déjà été autorisée. Elle avait vécu une telle extrémité de complications à gérer psychologiquement qu'elle est partie dans le délire. Bah, simplement elle a resuivi la piste, c'est pas qu'elle est psychotique, c'est juste que elle avait déjà fait le truc, elle y est retournée. Moi c'est ça mon interprétation. Quand je lui explique mon regard sur ce que révèle l'échelle émotionnelle, ce qu'elle dit, je vais prendre ces mots, elle me dit oh génial, c'est la première fois que ça me parle. Voilà, c'est quelqu'un forcément qui a déjà essayé d'être aidé de tas de manières, et c'est la première fois que enfin elle reçoit une nuance et une explication qui colle à tout ce qu'elle vit et qui lui permet de comprendre exactement toutes les tranches de sa vie et évidemment ce qu'elle vit maintenant, ce qu'elle a vécu, ce qu'on lui a dit, pourquoi ça colle pas, qu'est-ce qui manque, où sont les nuances, etc. Et ça, c'est pas grâce à moi, hein, c'est grâce à son intelligence émotionnelle. C'est le fait d'avoir enfin utilisé un bon outil, qui est son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il s'agit de ressentir et pas d'utiliser le mental. En ressentant,
elle fait une introspection qui est tellement détaillée, surtout que là on a fait, alors je vous ai décrit 3 échelles émotionnelles, mais on en a même fait une 4e, c'est tellement détaillé que là on a une compréhension exacte de ce qu'elle vit, de là où elle en est, et de pourquoi ça explique ce qui lui est arrivé. Donc l'explication est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus fondée et cohérente que le diagnostic de psychose. Et d'ailleurs, son profil ne colle absolument pas à un profil psychotique. Elle n'a pas de cas dans sa famille, ce qui est fréquent quand il y a des psychoses. Et puis 30 ans pour démarrer une psychose qui au final c'est pas installé, c'est un peu tard, et le fait que ce ne soit pas installé, ça remet en cause l'hypothèse. Donc il n'y a pas que l'échelle émotionnelle qui remet en cause le diagnostic, il y a le fait que ce qui est supposé être le vécu d'un psychotique, en fait elle ne le vit pas. Donc par contre, sa phase qui a vraiment été délirante, hein, sur ça je peux comprendre le diagnostic, et elle le voit bien, hein, il y a eu une phase délirante dans les 30 ans, mais qui s'explique plutôt de cette manière, pas par une structure psychotique. Voilà ce que je voulais dire. Tout ça pour mettre bien en garde contre les approches analytiques, les approches qui font des hypothèses à partir du mental. La seule façon qu'un humain a de se comprendre, c'est de faire une introspection lui-même. Et l'échelle émotionnelle est un outil pour ça. Là, on est dans une approche qui va vérifier les choses et qui ne part pas juste dans des hypothèses. Là, d'un coup, je lui souhaite, en tout cas, je pense que cette fois, elle a une vision claire de ce qu'elle est, c'est de la conscience de soi beaucoup plus précise. Là, elle a les moyens de dépasser tout ça. Mais tant qu'elle est sur une fausse piste, elle ne pouvait pas. On ne peut pas dépasser un problème quand on se trompe de cause. C'est vrai pour, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps au niveau sociétal sur les problèmes environnementaux, les problèmes de pollution, etc. Si on se gourre de cause, si on se gourre de solution, on ne règle rien. Et c'est pareil en psychologie. Donc là, si elle était partie sur l'hypothèse psychotique, bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf aller voir peut-être Milton Erickson. Lui, il a eu des résultats avec les psychotiques, mais sinon, en général, c'est que des médocs. Donc cette hypothèse ne l'aide pas, en tout cas, elle n'a pas aidé, ça ne colle pas a priori. Et l'hypothèse que la cause de son problème, c'est dans le passé, c'est les abus qu'elles ont eus. D'abord, c'est illogique parce qu'aucun passé n'est cause de quoi que ce soit, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Et cette hypothèse ne colle pas du tout non plus. On trouve, sans la nier, hein, c'est pas un déni, donc on y est bien. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a dû insister, on a fait une échelle émotionnelle qui arrive vraiment effectivement à cet enjeu, qui est effectivement actif, c'est pas en paix, il y a toujours des émotions, mais c'est pas le fond, c'est un intermédiaire. J'espère que c'est clair, j'espère que ça aidera puisque c'est mon but. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Le réel est plus fort que toi. La réalité de ta psychologie, il ne faut pas l'inventer, il ne faut pas le fantasmer, il ne faut pas l'imaginer, il ne faut pas l'analyser mentalement. Il faut le regarder en face. Voilà ma proposition. Au revoir.